Actuellement, mes activités de recherche sont focalisées sur la filariose et les autres maladies tropicales négligées. Mais essentiellement, nous avons mené beaucoup d'études sur la filariose lymphatique. On a fait de la recherche fondamentale à travers l'immunologie et l'histoire naturelle de la maladie pour voir quel est l'impact de certains profils immunologiques surtout dans les cas de co-infection, co-infection filariose paludisme, co-infection aussi avec deux filarioses comme la filariose à Wucherea bancrofti et la filariose à Masonella persans. Mais à côté de ces études fondamentales, nous avons fait aussi des études à visée opérationnelle, telles que les évaluations d'impact du traitement de masse qui est destiné à lutter contre la filariose lymphatique, dont l'élimination était prévue pour 2020 par l'OMS et ses partenaires. Malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas encore pu éliminer, mais beaucoup sont sur la bonne voie, comme le Mali. Donc, par rapport à la filariose lymphatique, nous avons commencé des études de recherche avant la mise en place du programme national. Et c'était dans l'optique de pouvoir guider le programme national d'élimination de la filariose lymphatique à toutes les étapes de la mise en œuvre du processus d'élimination. C'est voir l'impact du traitement de masse, voir la fréquence et les caractéristiques des événements indésirables lors du traitement de masse et suivre aussi l'impact du traitement de masse après une première séance, après 5 ans de traitement et ensuite après l'arrêt du traitement de masse, s'il y a réémergence ou pas. Donc à toutes ces étapes, nous avions un site sentinelle pilote qui est dans la région de Sigasso, dans l'aire de santé de Kolokova, où nous avons suivi des gens, un groupe de 6 villages, et ça nous permettait de prédire au programme qu'est-ce qui allait se passer, quels sont les impacts du traitement, aussi bien sur les vecteurs en entomologie qui sont les anophèles et aussi chez les hommes avec des analyses parasitologiques comme la goutte épaisse nocturne et les tests de diagnostic rapide. La goutte épaisse nocturne, les tests diagnostiques rapides et même la PCR souvent. Bon, les ressources, beaucoup de chercheurs diront que ce n'est pas suffisant. En réalité, on a beaucoup d'idées qu'on ne peut pas mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas assez de ressources, aussi bien sur le plan international que sur le plan national. Et cela est dû surtout au fait que moi je travaille surtout sur une maladie qui est dite tropicale négligée. Donc c'est des maladies qui n'attirent pas beaucoup l'attention des décideurs et n'attirent pas aussi l'attention des bailleurs. Donc c'est peut-être très récemment qu'il y a un regain d'intérêt au cours de la dernière décennie par rapport à ces maladies. Donc certes, nous avons pu mener quelques activités, mais le problème de ressources financières reste là. Au niveau de la faculté de médecine, c'est le NIH, le National Institute of Health, qui finance beaucoup de nos activités en intramural. Donc ça c'est une unité qui est là, qui reçoit, l'unité filariose par exemple, reçoit des financements en intramural sur un grant alloué à un chercheur senior américain. Et maintenant nous élaborons des protocoles à l'interne que nous faisons valider au niveau du comité d'éthique de la faculté de médecine et du NIH, et on peut mettre l'étude en œuvre, mais généralement avec des budgets limités. Okay. Maintenant, en plus du NIH, il y a l'USAID à travers le Task Force for Global Health qui est à Atlanta et qui est une structure intermédiaire qui reçoit l'argent des bailleurs pour organiser le financement des activités de recherche dans les pays en voie de développement et même souvent dans les pays développés. Donc c'est le NIH, l'USAID qui sont des structures américaines et aussi l'OMS. L'OMS aussi finance certaines de nos études. On a un premier projet qui a été soumis récemment en Angleterre, en Grande-Bretagne. C'est
un projet sur la COVID-19 qui concerne 3 pays, donc le Mali, le Cameroun et l'Inde. Donc on attend les résultats d'ici mi-août. On doit avoir les résultats et si jamais, comme c'est compétitif, si ça passe, ce serait une très bonne chose pour faire avancer l'état de connaissance ici au Mali, sinon dans les 3 pays par rapport à la COVID-19. Mais sinon, si au cas où ça ne marchait pas, ce serait bon d'avoir d'autres alternatives de soumission de ce projet. Et aussi, actuellement, il y a un autre projet qu'on a développé qui a été rejeté pour peut-être pas grand-chose, mais ça c'est sur la schistosomiase, pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que les gens et pourquoi les gens se réinfectent aussitôt après le traitement. On distribue le praziquantel depuis plus de 30 ans au Mali, mais c'est toujours le même scénario. Les gens sont traités, ils se réinfectent tout de suite parce que les cours d'eau sont infectés. Donc il s'agit de mieux comprendre le problème dans plusieurs environnements différents du Mali et d'essayer de trouver des ébauches de solutions à cela. Donc ce projet qui a été rejeté pour une première fois, maintenant il faut attendre qu'un autre bailleur fasse un appel qui se rapproche de ça pour soumettre encore. Donc c'est une idée intéressante, mais malheureusement on n'a pas pu identifier d'appel pertinent qui pourrait permettre de financer ça. Et il y a aussi une étude qu'on est en train de finaliser. Il y a un appel en cours pour ce qu'on appelle les small grants. Donc pour les small grants qui sont en cours jusqu'à la fin jusqu'au 12 ou le 14 août. Donc on a encore 2 bonnes semaines pour soumettre un protocole pour ces small grants sur la prise en charge, comment améliorer l'adhérence, l'adhésion des personnes affectées par l'éléphantiasis, comment améliorer leur adhésion à la prise en charge locale. Ça veut dire une prise en charge qui consiste en l'hygiène locale, mais les patients n'ont pas le courage de continuer avec les soins eux-mêmes. Donc on veut amener une stratégie qui peut améliorer leur adhésion à ce traitement. Pour apporter des solutions aux populations, c'est peut-être la disponibilité des ressources financières d'abord. Ensuite, il y a un problème d'accompagnement aussi. Souvent, pour des phases préliminaires, les chercheurs sont obligés de se débrouiller pour contacter les communautés, pour chercher des informations qui lui permettraient de formuler une bonne question de recherche. Parce que très souvent, il faut aller... C'est vrai que la littérature permet de s'informer et de pouvoir dégager des questions de recherche, mais très souvent, il faut aller vers les communautés pour la recherche opérationnelle et pouvoir discuter avec elles et dégager des questions de recherche. Et cela peut poser des problèmes de logistique et de financière. D'abord, à la population, c'est d'adhérer aux activités de recherche qui le plus souvent sont déjà approuvées par des comités d'éthique et des comités scientifiques. Et ça, ce sont des comités qui sont conçus pour protéger les participants et aussi protéger les chercheurs contre tout ce qui peut advenir, c'est-à-dire leur intégrité physique, morale et psychologique, tous les aspects. Les comités d'éthique essaient de préserver le sujet de participants à l'étude. Donc les communautés, je les exhorte à accepter de participer aux activités de recherche et c'est de là que la lumière va jaillir pour leur bien-être et pour l'amélioration de leur état de santé. Maintenant, pour les chercheurs, c'est d'adhérer strictement aux recommandations du comité d'éthique et de garder en tête le bien-être du participant et
de persévérer pour la recherche de financement pour que nos populations soient soulagées de toutes ces nombreuses maladies qui existent dans nos pays tropicaux. Maintenant, pour le gouvernement, l'État, c'est augmenter vraiment sa participation qui a été beaucoup améliorée avec l'avènement du FCRIT, qui est le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation. Ça, c'est une initiative qui a salué, mais il va falloir que sur d'autres plans, des financements qu'on avait au niveau des institutions ont disparu, peut-être au profit du FCRIT seulement qui est là, mais je pense que de façon spécifique, rendre dans toutes les structures qui font de la recherche et rendre disponible un fonds, même compétitif aussi à leur niveau, serait une bonne idée.